Bonjour, je vous propose aujourd'hui de parler du marketing 4.0 ou le marketing à l'ère du digital. À l'agenda de ce vidéogramme, d'abord la tendance fondamentale du marketing digital, qu'est-ce qui s'est transformé depuis quelques années? Ensuite, nous parlerons du marketing digital à proprement parler. Et enfin, nous terminerons par le marketing tactique 4.0. Quelles en sont ses spécificités? Quatre tendances fondamentales apparaissent dans le marketing digital, le marketing 4.0. Tout d'abord, il y a des changements dans les rapports de pouvoir entre les consommateurs, les producteurs, les distributeurs. Ensuite, une série de paradoxes sont apparus quand le client est connecté. On verra ensuite le point important sur quelles sont les sous-cultures numériques, quelles sont les cibles préférentielles du marketing digital, et ensuite on situera le marketing dans l'économie numérique. Quand on s'intéresse aux changements dans les rapports de pouvoir, on voit apparaître une première logique, c'est que l'exclusivité qui était la volonté des marques au départ est en train de se modifier et de devenir inclusivité et intégration. Sans doute aussi parce qu'il y a des évolutions dans les différents pays. Les pays traditionnels de l'ancienne économie, comme les pays européens notamment, sont en train d'être dépassés par les pays asiatiques, qui font preuve de beaucoup plus de modernité. Et cette intégration devient un phénomène important, même chez les consommateurs, qui visent surtout à aller écouter les avis des autres consommateurs. De plus en plus, notamment, des consommateurs utilisent un smartphone. Et pourquoi l'utilisent-ils dans le point de vente? Pour comparer leurs avis à ceux des consommateurs avant de prendre une décision. Ce qui fait qu'il y a un deuxième changement dans les rapports de pouvoir. Les marques omnipotentes qui imposaient leur point de vue, ou les pouvoirs publics, ou les décideurs qui imposaient leur point de vue, sont en train de disparaître et d'être remplacés par une sorte d'égalitarisme. Le consommateur préfère écouter les autres consommateurs, les pairs, P-A-I-R-S, et comprendre comment ceux-ci raisonnent. Troisième élément important, c'est la disparition de l'individualisme. Au départ, le consommateur voulait absolument comprendre, connaître et décider en fonction de ses propres choix. Aujourd'hui, il a tendance à consulter les autres consommateurs pour avoir un avis et à se conformer à cet avis. Ce qui fait que aujourd'hui, le marketing 4.0 agit dans un modèle qui est plus égalitaire, intégré et plus conformiste. Mais ce modèle crée aussi des paradoxes et le client connecté. Premier paradoxe, c'est que le client connecté est connecté d'une part virtuellement, mais aussi de manière réelle au produit. En effet, bien sûr, il va visiter le showroom traditionnel pour acheter son véhicule automobile, mais il pourra aussi consulter le webroom virtuel, le showroom virtuel, pour obtenir de l'information. La difficulté, c'est qu'il est difficile de savoir par quelle entrée le consommateur va se proposer de comprendre comment résonne le produit, et d'où la nécessité pour la plupart des marques de continuer à proposer les deux entrées, les deux types d'interactions. Deuxième chose, le client est de plus en plus averti, il peut obtenir énormément d'informations, il s'informe auprès des tiers, etc. Et notamment, il écoute les avis des consommateurs. Mais paradoxalement, il est assez inexpérimenté puisque ces consommateurs qu'il écoute, il ne vérifie pas, il ne valide pas toujours qu'il s'agisse bien d'avis des consommateurs, d'une part, et voir si ce ne sont pas des personnes qui sont amenées à exprimer des avis au nom des consommateurs, c'est-à-dire de promouvoir la marque, et ensuite voir si ce sont des avis éclairés de consommateurs. Grosso modo, il a lu quelque part une information, il a l'impression que ça vient d'autres consommateurs, et donc de plus en plus, il est à l'écoute de ces avis, il a tendance à vouloir les appliquer. Troisième élément important, c'est le rôle que le consommateur va prendre dans le fait de faire connaître le produit.
Il sera confronté au moment de la connectivité à savoir ce qu'il va faire de l'information. Va-t-il sur les réseaux sociaux promouvoir la marque ou au contraire la dénigrer? Donc cette promotion, ce dénigrement est de plus en plus spontané, c'est-à-dire que ce sont des réactions rapides du consommateur qui n'ont pas été demandées par l'entreprise, et c'est important, sinon elles n'ont pas le même type de valeur, et cela va influencer le choix du consommateur futur. Le marketing digital développe 3 sous-cultures numériques, les jeunes, les femmes et les cyber-citoyens. Alors, en ce qui concerne les jeunes, ça semble évident, mais ce sont des influenceurs importants. Ce sont des pionniers, des primo-adoptants, selon la théorie de la diffusion de Rogers. Ce sont aussi des précurseurs et des créateurs de tendances. Les jeunes font partie d'une nouvelle génération de consommateurs qui demandent tout de manière instantanée. Et il est donc important de bien maîtriser les différents réseaux sociaux sur lesquels ils s'expriment, et notamment des réseaux sociaux qui leur sont de plus en plus spécifiques, comme par exemple TikTok. Les femmes sont importantes parce qu'elles ont une approche du parcours client totalement différente des hommes. Les hommes, généralement, résument leur parcours client à chercher un produit, le voir, l'acheter et finalement d'arrêter la dépense. Par contre, une femme joue différents rôles. Le premier rôle qu'elle joue, ce sont des collectrices d'informations. Elles passent énormément de temps à élaborer leur parcours client et elles développent un parcours client itératif composé d'allers-retours. Une femme n'hésite pas à passer en revue les étapes précédentes de son processus de réflexion pour collecter de nouvelles informations. Non seulement les femmes recherchent plus de choses, plus d'informations, mais elles dialoguent davantage avec les marques. Elles recherchent les opinions de leurs amis et de leur famille et elles sont plus ouvertes à recevoir les aides des autres. Enfin, les femmes considèrent également et recherchent plus de marques, y compris que les marques moins connues, qui à leurs yeux pourraient avoir plus de valeur, ce que les hommes font peu. Troisième élément important, séduire les cyber-citoyens. Ils sont considérés comme les vrais citoyens de la démocratie, parce qu'ils veulent être impliqués dans le développement d'Internet et qu'ils perçoivent le monde de manière horizontale et non verticale. Leur désir de toujours être connectés et de contribuer au développement de l'Internet en fait des connecteurs sociaux qui dialoguent et échangent de l'information. Sous couvert d'anonymat, ils prennent moins de risques et ont confiance lorsqu'ils interagissent avec d'autres et participent à des conversations en ligne. Sur Internet, ils s'identifient par le nom d'utilisateur et d'avatar. Et parmi les messageries instantanées les plus populaires utilisées, ils utilisent Facebook, WhatsApp, Instagram et LinkedIn. Conséquence, ces 3 cibles sont particulièrement importantes. Le marketing numérique va agencer virtuel et réel, va essayer de concilier apparence et contenu et réunir les hommes et les technologies. Alors, 2 éléments sont importants. Il faudra d'un côté déplacer le marketing traditionnel vers le marketing numérique et combiner le marketing classique et le marketing digital. Qu'est-ce que cela signifie? Tout d'abord, il est important de savoir que dans le marketing traditionnel, on parlait de segmentation et de ciblage, de positionnement et de différenciation, de vente et des 4P et du service client. Dans le marketing numérique, on va parler d'autres choses. Validation par la communauté des consommateurs, clarification de l'identité de la marque, commercialisation et 4C, service clientèle collaboratif. Quoi qu'il en soit, il ne suffit pas de parler de marketing numérique ou digital. Il faudra d'une part reprendre le marketing classique, l'associer au marketing digital pour développer le marketing 4.0. Le marketing 4.0 n'est pas le marketing digital, c'est le marketing à l'ère du digital. D'ailleurs, les rôles complémentaires des 2 marketings sont bien présents. On va, dans ce cadre, regarder la dia suivante qui présente les différents niveaux d'approche du parcours client et différentes étapes. Ces différentes étapes, on peut les réunir dans le cadre du parcours client à l'ère de la connectivité à 5 étapes différentes. Tout d'abord, la prise de conscience, découvrir, l'intérêt apprécié, questionner, interroger, acheter et recommander ou proposer la marque. Que voit-on apparaître?
on voit que, au fur et à mesure que se renforce la compétitivité, les niveaux d'appropriation, de croissance du marketing digital augmentent. Tout d'abord, un niveau d'appréciation, d'expérience et d'engagement. Quand on prend le marketing traditionnel, plus on avance dans la croissance du marketing digital au fur et à mesure que la marque impacte le parcours client, plus le marketing traditionnel et son approche conventionnelle diminuent. Plus la croissance impacte le parcours client, la croissance du marketing digital impacte le parcours client, plus le rôle du marketing digital a tendance à augmenter. Mais quand on parle de marketing digital, il est important de comprendre ce qui a changé. Première chose qui a changé, le parcours client. En fait, il était composé des 4 A, il va devenir passer les 5 A. Et puis, les indicateurs de la productivité changent aussi. On verra enfin les modifications que cela peut avoir comme impact dans les archétypes industriels et les bonnes pratiques. Regardons tout d'abord les modifications du parcours client. À l'époque de la préconnectivité, il y avait 4 étapes. La prise de conscience, aware, l'attitude, attitude, l'achat, act, et puis le rachat, act again. À l'ère de la connectivité, on voit apparaître la prise de conscience, qui était déjà là, l'intérêt apprécié, nouveau, le questionnement nouveau, l'action, qui était déjà là en 3e position, qui maintenant passe en 4e position, et puis le rachat qui s'est transformé en recommandé. Que s'est-il passé? Première modification importante, l'appréciation, donc l'attitude, s'est transformée à l'ère numérique. Qu'est-ce qui s'est passé? À l'époque de la préconnectivité, un consommateur choisit sa propre attitude envers une marque. À l'ère de la connectivité, il est influencé par la communauté dans laquelle le client évolue. Et c'est donc cette communauté qui va lui permettre d'apprécier et lui permettre de l'interroger, de questionner pour avoir de l'information. Deuxième modification importante, c'est qu'à l'ère de la préconnectivité, la fidélité se traduit souvent par la fidélisation et le rachat. À l'ère de la connectivité, c'est plutôt la volonté de défendre la marque. Ensuite, une troisième mutation apparaît. Lorsqu'il s'agit de comprendre les marques, les clients peu connectés participent à des échanges, questions-réponses. Et la tournure que prend l'échange renforce ou amenuise l'attrait initial pour la marque. Le parcours client, donc les 5 A, évolue fortement. Qu'est-ce que l'on voit? Le comportement du client va évoluer tout au long de ce parcours. Au départ d'une exposition passive du client à une longue liste de marques, il va traiter les messages auxquels il est exposé, il va diminuer sa liste de marques, une shortlist. Sur celle-ci, animé par sa curiosité, il va rechercher activement des informations auprès de son entourage, de sa famille, des médias et des marques. Et puis, quand il sera rassuré, il va décider d'acheter, d'agir par l'achat, l'utilisation, le processus de service. Et au fil du temps, finalement, il va développer un sentiment de forte fidélité envers la marque, ce qui se traduit par la fidélisation, le rachat et le plaidoyer pour la marque. À chaque étape de ce parcours client, il existe des points de contact possibles. Il est donc important de les connaître pour voir comment le client est passé de « je connais »,« j'aime »,« je suis convaincu, j'achète » à « je recommande ». L'objectif final du marketing 4.0 est de conduire le consommateur tout au long de son parcours client, de l'étape de la prise de conscience jusqu'à la défense d'intérêt de la marque. En général, il existe 3 sources d'information représentées, 3 sources d'influence. L'influence extérieure provient des sources externes. Elle est délibérément activée par les marques à travers la publicité et les autres communications marketing. Ensuite, il y a l'influence d'autrui. Elle provient également de l'environnement externe. Elle a pour source le cercle étroit des amis de la famille via le bouche à oreille. Enfin, l'influence personnelle vient du consommateur lui-même. Elle résulte de son expérience. Le but du marketing 4.0, c'est d'activer les 3 types d'influence pour qu'on passe de la conscience, de l'intérêt, du questionnement, l'achat à la recommandation. Et donc, il sera important de développer des indicateurs qui mesurent cette productivité marketing.
Il existe deux indicateurs de la productivité marketing, les ratios de conversion d'achat et de mobilisation de la marque. Le ratio de conversion d'achat mesure la façon dont les entreprises convertissent la notoriété de la marque en achat de la marque. C'est le ratio PAR. Et le ratio de mobilisation de la marque, BAR, mesure comment les entreprises convertissent la notoriété de la marque en engagement de la marque. Prenons par exemple une population de 100 personnes sur un marché et une marque X qui est mémorisée par 90 personnes. Et faisons simple, sur ces 90 personnes, 18 personnes finissent par acheter la marque et seulement 9 la reconnaître. Le PAR sera égal à 18 divisé par 90 ou 90, ça veut dire 0,2. Et le BAR sera égal à 9 divisé par 90 ou 90, c'est-à-dire 0,1. Donc à première vue, la marque A semble prometteuse car elle a une notoriété de 0,9. Sa performance est très faible car elle ne parvient pas à convertir 80% de sa notoriété en vente. C'est la raison pour laquelle les deux ratios sont réellement importants à comprendre. L'intérêt pour une marque, c'est donc d'augmenter son efficacité. Pour ce faire, elle doit augmenter sa notoriété. Le problème, c'est qu'augmenter cette notoriété va se traduire par une augmentation du budget de communication. Notre solution va être d'augmenter le taux de conversion. De quelle manière? Simplement à l'heure de la connectivité, d'augmenter la conversation entre les consommateurs, la déclencher. Mais une fois que cette conversation est déclenchée, encore faut-il augmenter le taux de conversion. Alors, la première solution, c'est d'augmenter l'attractivité. La seconde, c'est l'intérêt. La troisième, c'est d'augmenter l'engagement ou finalement augmenter l'attirance. Regardons pour chacun de ces points comment peut-on agir. Première chose que la marque peut faire, c'est augmenter l'attractivité. À l'ère du numérique, où les clients sont cernés, de toutes parts par des interactions fondées sur la technologie, les marques à visage humain deviennent des plus attrayantes. Il s'agit donc de déterminer, de créer une marque à visage humain et qui est capable d'interagir avec les clients sur un même pied d'égalité. On adapte ça en repositionnant la marque, en adoptant des communications marketing appropriées. En matière d'intérêt, on peut favoriser les échanges et le marketing communautaire d'une part et développer le marketing de contenu. Donc permettre aux consommateurs d'identifier des thèmes uniques et pertinents pour les clients et en lien avec la marque. Le contenu peut se présenter sous des formes très différentes, articles écrits, livres blancs, études de cas, communiqués de presse, livres, format graphique, bande dessinée, graphique interactif, jeux vidéo et même films. Le but, c'est amplifier et distribuer le contenu. On peut aussi, au niveau de l'engagement, développer les canaux d'information, les canaux d'échange avec la marque. Alors, on peut gérer la force de vente, mais aussi développer ce qu'on appelle le marketing omnicanal. Donc, pas uniquement se situer au niveau numérique, pas uniquement se situer au niveau classique, mais utiliser la multitude des canaux, ce qu'on appelle le marketing omnicanal. Et enfin, en ce qui concerne l'attirance, on peut développer un meilleur service aux clients, collaboratif, et on peut en même temps développer des programmes de fidélisation qui augmentent l'attirance du consommateur. Reste que si on regarde chaque secteur industriel, on va être confronté à des archétypes différents et on va devoir gérer les canaux, la marque, les ventes et les services. Alors, le premier type d'archétype qu'on a, c'est ce qu'on appelle la poignée de porte. On va revoir donc les 4 éléments du parcours client, A, A2, A3, A4, A5, et on a le premier qu'on appelle la poignée de porte. Que se passe-t-il dans la poignée de porte? Le comportement de la clientèle, en attente de choix, peu d'attachement vis-à-vis de la marque. Donc, on est dans un créneau particulier. Le secteur, c'est quoi? C'est plutôt un secteur où se situe une marque combative, un marketing très offensif à développer, nombreuses marques concurrentes. Deuxième type de secteur, c'est le secteur poisson. C'est la forme d'un poisson, l'évaluation longue et minutieuse avant l'achat, implication de nombreuses parties prenantes, mais les offres ne sont pas différenciées, le positionnement est identique entre marques concurrentes.
Troisième type d'approche, c'est le secteur type trompette. Là, on a une forte implication dans la décision d'achat, on a une forte confiance dans la qualité de la marque, et donc le secteur aura un profil réputation de qualité, forte influence du bouche à oreille. Et enfin, le dernier secteur, c'est celui en forme d'entonnoir. Ce sont le secteur où on va retrouver des achats planifiés de la part du consommateur, une confiance dans l'expérience personnelle, pas dans les allégations. Ce qui fait que la comparaison entre les marques est facile et que le produit associé l'est avec une forte expérience client. Évidemment, l'important, c'est de déterminer dans quel secteur on est pour savoir comment adopter le bon secteur et comment réagir. Alors évidemment, le modèle idéal, quand on voit les différentes étapes, attractivité, intérêt, engagement, affinité, c'est un modèle qu'on appelle le modèle nœud papillon. Pourquoi il est symétrique? Ce qui fait que quand on regarde le ratio bar, on a la connaissance qui est équivalente à la recommandation et on a l'intérêt qui est égal à l'achat. On a donc un secteur où on valorise au maximum les possibilités. Calquer à chaque fois l'un des 4 modèles sur le modèle nœud papillon permet de détecter les lacunes et de rechercher des pistes d'amélioration. Ainsi, si on reprend les différents archétypes et qu'on leur superpose le modèle papillon, on voit que dans le cas de la poignée de porte, il convient d'augmenter l'affinité. Dans le cas de l'archétype poisson, il convient d'optimiser la curiosité, augmenter l'engagement et augmenter l'affinité. Dans le cas du modèle trompette, il convient d'augmenter l'engagement. Et dans le cas du modèle entonnoir, il convient d'augmenter l'engagement et augmenter l'affinité. Comment cartographier les facteurs clés de succès? On va imaginer que nous ayons 4 cadrans en utilisant le bar médian et l'intervalle bar comme axe. Ça permet de créer ces 4 cadrans. Alors, dans les industries à bar médian élevé étendu large, ça veut dire qu'on est en haut, à droite. Les clients sont généralement disposés à recommander plusieurs marques de premier plan. Dans ce groupe, le facteur clé de succès est la gestion de la marque, développement du positionnement et diffusion de celle-ci. Et donc, dans ce cas-là, le bouche à oreille est bien présent et on domine le marché. On pourrait prendre comme exemple, comme marque et comme stratégie, Procter & Gamble et L'Oréal. Dans les secteurs où le ratio bar médian est élevé et l'écart est faible, les consommateurs sont généralement disposés à recommander certaines marques, même s'il n'y a pas de compétiteurs ayant un ratio bar dominant. Le succès est déterminé par la proximité des canaux de vente et par l'accessibilité au marché cible. On pourrait prendre comme exemple d'entreprise Amazon. Dans les secteurs où le bar est faible, mais l'intervalle bar est important, donc en haut à gauche, les clients ne recommandent généralement pas les marques. Il n'y a pas de bouche à oreille, bien qu'ils conseillent parfois des marques leaders. Les clients perçoivent généralement de manière négative la plupart des marques dans ce secteur, à quelques exceptions près. On pourrait citer des exceptions, des marques prestigieuses, notamment comme Qatar Airways ou Singapore Airlines. Le dernier secteur se caractérise par un ratio bar peu élevé et un intervalle bar limité en bas. À gauche, la concurrence y est importante et les clients sont généralement peu enclins à recommander des marques concurrentes. Le bouche à oreille ne fonctionne pas, il n'y a donc pas de domination du marché et par conséquent, la gestion de la force de vente, la gestion des vendeurs et la conduite des activités de vente constituent le facteur essentiel clé de réussite. Qu'en est-il maintenant du marketing tactique 4.0? Le marketing tactique doit réfléchir à 4 tactiques spécifiques. La première, construire des marques authentiques et humaines. Deuxièmement, raconter des histoires passionnantes. Ensuite, intégrer les médias et les expériences utilisateurs, traditionnelles et numériques. Et enfin, exploiter la puissance des applications mobiles, du CRM social et la ludification. Regardons précisément ce que nous pouvons faire.
Développer ce marketing à visage humain pour développer l'attractivité de la marque. Il va donc falloir construire des marques authentiques et humaines. Comment? On va utiliser des méthodes comme l'anthropologie numérique pour comprendre comment les gens raisonnent. On va construire les 6 attributs des marques centrées sur l'humain. On va développer des marques à visage humain. En pratique, ce marketing de contenu va éveiller l'intérêt pour la marque. On va raconter des histoires passionnantes. Le contenu va devenir une technique publicitaire et le hashtag sera un slogan. Et on va utiliser le marketing de contenu pour dialoguer. Comment peut-on utiliser le marketing de contenu? On va d'abord définir l'objectif. Quel objectif? Par exemple, lancer une marque, augmenter les ventes. Comment peut-on, deuxième étape, cartographier le public visé? Quel est le profil des prospects? Troisième étape, on va créer du contenu, élaborer un planning de diffusion. Quelle thématique, quelle stratégie? Ensuite, on va rédiger ce contenu. On va travailler notamment avec des créateurs internes et de la sous-traitance. Le programme de production de contenu va être mis en place. Étape suivante, on va distribuer le contenu. S'agira-t-il d'un canal de diffusion propre, de canaux payants, de canaux acquis? On va disséminer et amplifier le contenu. En fait, l'idée, c'est de tirer parti des contenus et interagir avec le client pour ensuite évaluer le marketing de contenu, l'action entreprise a-t-elle efficace avec une grille d'analyse et enfin, améliorer le contenu, éventuellement changer de thématique, changer le contenu, adapter la distribution à la dissémination. Quoi qu'il en soit, le marketing tactique va aussi se caractériser par un marketing omnicanal pour renforcer l'engagement du consommateur. Concrètement, on va intégrer les médias et les expériences utilisateurs traditionnels numériques. On va développer le commerce mobile dans l'économie de l'immédiateté. On va faciliter le web repérage en magasin, c'est-à-dire que dans le magasin, on va utiliser la possibilité pour le consommateur de se connecter. Donc, dans le magasin physique, on se connecte au magasin virtuel. On va encourager le furetage en magasin lors des achats virtuels, donc inviter lors du web roaming, donc la visite du point de vente virtuel, à venir voir ce qui se passe dans le magasin. On va optimiser l'expérience omnicanal en analysant les gros volumes de données, le big data, pour savoir comment le consommateur réagit. Pour développer le marketing omnicanal, il convient d'articuler du marketing traditionnel et du marketing digital. Imaginons un client qui décide d'acheter un véhicule automobile. Lors de la prise de conscience, il va découvrir par exemple une annonce. Dans le cas où il donne un avis positif, il va passer à l'acte suivant ce que l'annonce lui propose. Par exemple, rechercher des informations sur différents modèles. Pourquoi pas programmer un essai, réaliser cet essai. Ensuite, précommander la voiture, la payer, l'utiliser et la mettre à l'entretien. Et ce n'est qu'ensuite qu'il recommandera l'utilisation de la voiture à ses pairs. Ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau canal de communication, on peut être confronté à 2 approches. D'abord, quels sont les canaux avec lesquels les clients interagissent? Tout d'abord, la communication. Ainsi, au niveau de la prise de conscience, bannières et annonces imprimées, et puis bannières publicitaires et QR codes, le marketing de contenu et les médias sociaux. Mais il y a aussi un second canal, le canal de vente, où on verra le rôle du centre d'appel, de la force de vente, et enfin, au moment d'acheter, le point de vente, l'atelier de réparation, la force de vente. Comme quoi, le tout forme un tout, le marketing omnicanal est essentiel. Dernier élément important au niveau du marketing tactique, c'est engager le consommateur à développer son affiliation à la marque. De quelle manière est-ce qu'on peut le faire? On va améliorer son expérience numérique grâce aux technologies, aux applications mobiles. On va lui fournir des solutions avec un CRM social. Et enfin, on va encourager le comportement souhaité à travers la ludification, la gamification. Vous voulez en savoir plus? Un livre passionnant, Marketing 4.0.